Ok, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Vivien et je vais vous parler d'informatique quantique. Je vais faire un petit talk d'introduction sur ce que c'est que l'informatique quantique. Et je vais commencer par dire à quoi ça va servir. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, l'informatique quantique c'est le fait d'avoir des ordinateurs quantiques plus tard. Et je vais expliquer un petit peu concrètement ce que ça sera ensuite. Mais en termes d'application, on voit deux grandes applications. La première, ça va être la simulation moléculaire, donc essayer de comprendre comment s'agencent les molécules. Et la deuxième, c'est l'optimisation. Ça, c'est vraiment les deux grands champs d'application. Et alors, la simulation moléculaire, à quoi ça va servir? Finalement, à plein de choses différentes. Un exemple, c'est que en comprenant mieux comment fonctionne la matière à l'échelle des molécules, on espère pouvoir trouver des matériaux qui sont supraconducteurs à température ambiante, donc à notre température à nous habituelle. Et si on arrive à faire ça, ça permet de faire des lignes électriques qui sont sans perte. Donc c'est génial, ça permet d'économiser énormément de courant. Ça a aussi des applications en chimie. Ça permet de mieux comprendre les mécanismes réactionnels, comment fonctionnent les réactions chimiques. Et ça a aussi pas mal d'applications. Un exemple, c'est la production d'un engrais qui s'appelle l'ammoniac, qui en fait, actuellement, il est déjà produit de façon très très large parce que quasiment une grosse partie de l'agriculture a besoin de cet engrais. Mais le problème, c'est que ça fonctionne uniquement à très haute température et à très haute pression. Et donc pour se mettre dans ces conditions-là, ça coûte énormément d'énergie et concrètement, ça représente 3% de la consommation mondiale de gaz naturel. Et donc c'est un truc gigantesque. Et si on arrive à trouver un catalyseur qui permet de faire une autre réaction chimique qui se fait à notre température et à notre pression, eh bien on pourrait économiser ces 3% de gaz naturel. Ça, c'est aussi une application bien. Toujours sur le thème des réactions chimiques, on espère réussir à faire de la capture de carbone à partir aussi de la simulation de ces molécules. Et enfin, on espère trouver des nouveaux médicaments. Mais ça, c'est un peu plus l'application de long terme, parce que ce sont des molécules un peu plus grosses, et donc ça demanderait là aussi des ordinateurs quantiques un peu plus gros pour arriver à simuler ces molécules. Alors, en termes d'optimisation, on a aussi pas mal d'applications. Le premier, c'est la logistique. Donc, arriver à transporter un ensemble de marchandises d'un point A à un point B en utilisant le moins de ressources possible en termes de porte-containers, trains, camions, etc. Ça, c'est des problèmes d'optimisation qui se résolvent très bien avec un ordinateur quantique. On a la même chose en traitement du signal. Donc là le problème, c'est d'arriver à compresser un signal pour qu'il prenne le moins de place possible, mais qu'il ne soit pas trop déformé non plus. Il y a un compromis à trouver entre les deux. Et là aussi, l'optimisation des ordinateurs quantiques peut aider. Ça peut aider en machine learning. Et enfin, ça peut aider dans n'importe quel problème où on a des ressources limitées et on essaie d'arriver à maximiser un objectif, alors qu'on a des ressources limitées. Voilà, donc ça, c'était des applications. Maintenant, comment ça marche concrètement? Donc, je vais différencier la partie... je vais d'abord redire comment fonctionne un ordinateur classique. Donc, vous le savez, c'est avec des 0 et des 1. Et il y a plein de supports différents pour ça. Ça peut être des cartes perforées, il y a très longtemps. Et donc là, le 0, c'est un trou dans la carte perforée, et le 1, c'est l'absence d'un trou. Mais aujourd'hui, ça va plutôt être des petits circuits électriques. Et donc le 1, ça va être une tension électrique élevée, et le 0, une tension électrique plutôt basse. Mais en fait, malgré cette variété de supports, eh bien, c'est toujours la même abstraction. C'est-à-dire que ça va toujours être des 0 et des 1 qu'on manipule. Et donc les algorithmes d'un ordinateur actuel, eh ben, sont les mêmes que ceux qu'on utilisait pour les cartes perforées quelque part. En revanche, la mémoire quantique, ça change. C'est-à-dire que là aussi, on va trouver toute une variété de supports que je vais brièvement lister, mais on ne peut plus modéliser ça par des 0 et des 1. Donc c'est là que c'est important. En fait, on va pouvoir avoir des superpositions d'états, et je vais y revenir juste après. Donc concrètement, on peut avoir la mémoire qui est dans un état qui est en partie 0 et en partie 1. Ça peut être en superposition comme ça. Je vois que ça fronce les sourcils, c'est normal. J'y reviens juste après pour expliquer un peu mieux ce que c'est. Mais le support, un peu comme la carte perforée et la RAM moderne, il peut être assez varié. Donc on trouve des ions piégés, des atomes froids, des centres NV qui sont des parties du diamant, des qubits supraconducteurs et des qubits topologiques. Enfin, on trouve toute une variété de supports physiques. Mais là encore, ça va être toujours la même abstraction. L'équivalent du 0 à 1 classique, donc du bit classique,
On a l'équivalent en quantique, ça s'appelle un qubit pour quantum bit. Et quel que soit le support physique, eh ben, ça va pouvoir être modélisé par un qubit. Alors, si on rentre encore un peu plus dans les détails de pourquoi avec un ordinateur quantique on a plus que 0 ou 1, je vais donner un exemple ici qui n'est pas celui qui est le plus pressenti pour construire un vrai ordinateur quantique, mais qui permet d'en comprendre vraiment les idées. Donc, ça, c'est un qubit, donc c'est un élément de mémoire quantique. Et plus concrètement, en rouge, là, je vous ai mis le noyau d'un atome, et en bleu, il y a l'électron qui tourne autour du noyau de l'atome. Et l'électron, on va dire qu'il peut être dans deux niveaux différents. Il y a un niveau où il est vraiment le plus proche possible du noyau. On appelle ça l'état fondamental, c'est celui qui est de plus basse énergie. Et puis il y a le niveau où il est juste un tout petit peu plus loin, c'est le premier état excité. Voilà, donc ça nous fait un système à 2 niveaux comme ça. Et donc ça correspond au 0 et au 1 qu'on aurait aussi avec un ordinateur classique. Donc 0 c'est proche du noyau et 1 un petit peu plus loin du noyau. Et alors comment ça va être manipulé? En fait, si on envoie une impulsion lumineuse, donc ça se fait avec un laser, il faut que le laser il soit réglé à la bonne fréquence qui correspond à l'atome, il faut que l'impulsion lumineuse fasse la bonne durée. Et dans ce cas-là, en fait, l'impulsion lumineuse va être absorbée par l'atome, et si jamais il était dans l'état 0, l'état fondamental, l'électron va se mettre un peu plus loin, il sera dans l'état 1, et puis ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il est dans l'état 1, on envoie l'impulsion lumineuse, et hop, il passe dans l'état 0, juste il faut émettre 2 photons, donc 2 impulsions lumineuses, pour que l'énergie soit conservée, mais ça, on a fait comme ça une porte note, en quelque sorte, la version quantique d'une porte note, qui permet de passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. Jusqu'à là, c'est très bien, mais vous avez peut-être envie de me dire, ça, il n'y a pas besoin d'un ordinateur quantique pour le faire, la porte note, ça existe déjà avec des ordinateurs classiques. Et c'est vrai. Donc pourquoi c'est quand même intéressant un ordinateur quantique? C'est parce qu'on peut faire d'autres choses. Donc, imaginez cette expérience-là. Cette fois-ci, on envoie toujours une impulsion lumineuse, la bonne fréquence, mais on l'envoie 2 fois plus courte que la précédente. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va se retrouver dans ces fameux états de superposition dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont être à la fois 0 et à la fois 1. Donc là, devant les états 0 et 1, les états quantiques ils se notent avec des barres comme ça qui s'appellent ket. Donc je vais dire ket 0 et ket 1. Et devant, il y a 2 nombres complexes un peu barbares. Ce que ça veut dire, c'est juste que cet état-là, si on le mesure à ce moment-là, donc si on regarde où est l'électron concrètement, est-ce qu'il est proche ou loin du centre de l'atome, eh bien, une fois sur 2, il va être proche, et une fois sur 2, il va être loin. Et quelque part, c'est logique, parce qu'on a envoyé une impulsion lumineuse 2 fois plus courte que celle qui le faisait passer de l'état ket 0 à l'état ket 1. Donc ça se tient. Et je vous ai dit là la règle de mesure générale. L'état d'un qubit, de façon générale, ça va être un certain coefficient qu'on peut appeler alpha devant le ket 0, un autre coefficient qu'on peut appeler bêta devant le ket 1. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on mesure le qubit à ce moment-là, donc si on regarde si l'électron est proche ou loin du centre de l'atome, et bien la probabilité qu'il soit proche, ça va être alpha au carré, et la probabilité qu'il soit loin, ça va être bêta au carré. C'est ça que veulent dire ces nombres alpha et bêta. Voilà. Alors, peut-être que vous vous dites, c'est super tout ça, mais après tout, c'est juste des probas. Il n'y a pas besoin de parler de mécanique quantique pour faire tout ça. Et je vais vous montrer que non. Et pour ça, on va imaginer qu'on envoie successivement 2 demi-pulses lumineux, 2 demi-impulsions lumineuses. Et si jamais on était dans un raisonnement classique, on se dirait, vu que quand on envoie une, il y a 50% de chance d'être dans l'état 1, ça veut dire que chaque impulsion lumineuse a une chance sur 2 d'être absorbée. Donc quand j'en envoie 2, finalement j'ai 2 fois une chance sur 2. Donc je vais avoir une chance sur 4 qu'aucune ne soit absorbée, et dans tous les autres cas, il y en aura au moins une qui sera absorbée. Donc je vais avoir 3 chances sur 4 de finir dans l'état 1. Donc si on avait ce raisonnement classique, on se dirait, voilà, une fois sur 4, on va retrouver l'électron proche du noyau, et 3 fois sur 4, on va le trouver loin du noyau. Sauf qu'en fait, quand on fait l'expérience, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qu'on observe, c'est que dans 100% des cas, après avoir envoyé 2 demi-impulsions, on va trouver l'électron qui est loin du noyau. Et donc c'est pour ça que l'interprétation classique est fausse. On a besoin de la mécanique quantique et on a besoin de cet état bizarre de superposition. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête à essayer de comprendre ce que c'est que cet état de superposition. Il faut juste se dire, ça nous donne une indication sur la probabilité d'observer 0 ou 1. Donc 0, pensez l'électron proche du noyau, 1, l'électron loin du noyau, quand on mesure. Et voilà, il n'y a pas
Il n'y a rien de plus, et oui, c'est contre-intuitif, mais au moins ça correspond aux expériences, et ça correspond à la réalité physique. Et donc, en fait, quand on fait de la programmation quantique, on va avoir accès à des portes qui sont les mêmes que les portes classiques, par exemple la porte NOT dont on parlait tout à l'heure, si on envoie l'impulsion lumineuse totale, mais on va avoir accès à d'autres portes bizarres qui mettent dans des états de superposition. Donc là, vous voyez, il y a des 1 sur racine de 2 qui traînent. Pourquoi? Parce que quand on les met au carré, ça fait 1,5. Donc ça, c'est des états qui ont, quand on les mesure, on va trouver 0 avec proba 1,5 et 1 avec proba 1,5. Tous ces états avec des 1 sur racine de 2. Voilà, alors ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est les états de superposition. Alors, tout ça c'est très beau, mais c'est un peu de la théorie. Où on en est concrètement en pratique aujourd'hui? En fait, on a des prototypes qui sont encore tout petits et qui fonctionnent pas toujours aussi bien qu'on l'espère. Donc les prototypes actuels, ils ont une 50aine de qubits, ces éléments de mémoire quantique, à comparer à 10 milliards pour un ordinateur classique, pour un laptop du commerce. Et on peut faire une dizaine d'opérations dessus avant qu'il y ait trop d'erreurs. Donc on est assez loin des performances d'un ordinateur classique. En revanche, pourquoi on sait que c'est très intéressant et prometteur comme domaine, c'est que d'un point de vue théorique, on a déjà les algorithmes qui sont spécifiques à ce type de mémoire, à la mémoire quantique, et on sait que ces algorithmes fonctionnent pour certains problèmes beaucoup mieux que les algorithmes classiques. Donc de façon technique, ils ont une complexité qui est bien meilleure. L'exemple le plus frappant pour ça, c'est l'algorithme de Shor, qui a été inventé dans les années 90 et qui permet de factoriser un nombre. En fait, le meilleur algorithme classique qu'on connaisse, il va avoir une complexité qui est quasiment exponentielle en le nombre de bits qu'il faut pour écrire ce grand nombre. Alors que l'algorithme de Shor, lui, il est polynomial. C'est le nombre de bits qu'il faut pour écrire ce nombre au cube, très précisément. Et du coup, ça fait que un nombre qui s'écrit sur 2000 bits, donc on a besoin de 2000 0 et 1 pour écrire ce nombre en entier, et bien on va pouvoir, avec l'algorithme de Shor, retrouver quel produit c'est en un temps tout à fait raisonnable, 1 minute même pas, alors qu'avec le meilleur algorithme classique, il faudrait des milliards d'années. Et ça c'est très important parce que la crypto actuelle, une partie de la crypto actuelle, elle est fondée sur le fait que c'est dur de faire ça, de retrouver un produit de retrouver les facteurs à partir du produit des deux facteurs. Et donc si on peut le faire avec un ordinateur quantique en 1 minute, ça pose un problème pour la crypto actuelle. Heureusement, les cryptographes sont en train de réfléchir à des solutions pour ça. Mais ça pose un vrai problème. Et donc toute cette partie logicielle, elle est déjà bien avancée, on retrouve déjà des langages de programmation et même des solutions qui peuvent cibler spécifiquement telle ou telle application métier dont je parlais au tout début, là, les applications de simulation moléculaire et d'optimisation. Donc si maintenant on descend encore plus à bas niveau, là je vous ai mis un circuit quantique. Donc on reconnaît la mémoire quantique qui est notée avec des quêtes comme ça. Donc là c'est un circuit qui manipule 2 qubits. Celui du haut qui commence dans l'état 0 et celui du bas qui commence aussi dans l'état 0. Et ces 2 qubits on va leur appliquer un certain nombre de portes quantiques. Donc c'est vraiment l'équivalent des portes logiques, mais là c'est quantique. Donc il y a la porte X, ça c'est l'impulsion lumineuse dont je parlais au début. On l'appelle X parce qu'on veut faire les malins en quantique. En fait c'est juste une porte NOT. Donc quand elle a 0, quand on lui donne 0 en entrée, elle va renvoyer 1. Et quand on lui donne 1 en entrée, elle va renvoyer 0. Donc on va voir là ce qui se passe. En fait le temps sur ce circuit il se déroule de gauche à droite. On va voir ce qui se passe si effectivement on faisait tourner ce circuit. En fait quand on applique la porte X, comme prévu c'est une porte NOT, l'état 0 devient un état 1. Ensuite, il y a une nouvelle porte qui est la porte contrôle X, qui est notée avec le point en haut. Donc on contrôle sur le qubit du haut et on applique X, c'est la même chose que note, sur le qubit du bas. Et le fait de contrôler, ça veut dire qu'on applique cette porte uniquement si le qubit du haut est dans l'état 1. Donc là, c'est le cas. Et du coup, quand on applique la porte contrôle X, eh bien, on applique bien la porte X au qubit du bas et on va se retrouver dans l'état 1,1. Voilà, on applique à nouveau la porte X. Donc là, ça va nous donner l'état 0,1. Parce que X change 1 en 0. Et puis, tout ça, c'est du quantique, donc on n'y a pas directement accès. Pour nous y avoir accès dans notre monde qui est classique, on est obligé de faire une mesure à la fin. Et c'est ce qu'on fait, et donc de façon assez logique, on mesure l'état 0,1 et on trouve le résultat classique 0,1. Mais il faut toujours retenir que tout ce qui est quantique, on ne peut pas y avoir accès. Tous les algorithmes quantiques vont se terminer par une mesure à cause de ça, pour avoir vraiment accès à un résultat dans notre monde à nous.
Voilà, alors ça peut aussi, ce petit circuit, ça peut aussi se présenter sous la forme d'un programme. Donc là, je vous ai donné un exemple en Q#, qui est un langage de programmation quantique. Alors comme la mémoire est très rare en quantique, eh bien, on est obligé de la déclarer, c'est l'utilisateur qui la déclare. Donc là, on demande avec le mot-clé using à avoir 2 qubits. Et on va faire exactement le circuit dont je parlais. On applique la porte X au qubit 0, celui du haut, puis une porte contrôle note, et à nouveau une porte X au qubit 0. On mesure les 2 qubits et on renvoie ce résultat. Donc ça se code relativement facilement. C'est les mêmes principes que les langages de programmation classiques. Voilà, c'est une variante qui donne le même résultat. C'est juste pour vous dire que le fait de contrôler une porte, on peut le faire avec autre chose que la porte X. On peut le faire finalement avec n'importe quelle porte quantique. On en a toujours une version contrôlée où on applique la porte uniquement si le qubit du haut est dans l'état 1. C'est un peu l'équivalent quantique d'un if. Alors, avant de vous montrer ça, j'ai envie de vous montrer une petite démonstration de Q#. Donc on va regarder le programme que je vous ai mis précédemment, donc toujours le même. On va le faire tourner pour voir ce que ça donne en vrai. Donc là, vous le voyez, l'opération, elle est ici. On demande 2 qubits. On mesure les 2 qubits. On affiche le résultat là dans Result. Et après, on affiche un message qui va nous dire quel va être le résultat. Et pour le faire tourner, je le lance avec .NET Run. Et c'est parti. Donc là, ça ne va pas utiliser du vrai hardware quantique. C'est un peu décevant, mais là, ça tourne sur un simulateur. Comme il n'y a que 2 qubits, ça reste gérable à simuler. Et c'est donc un simulateur qui va nous donner le résultat. Et là, on voit que ça mesure 0,1, qui était effectivement le résultat attendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le qubit du haut dans l'état 0 et le qubit du bas dans l'état 1. Et maintenant, je vais vous remontrer un programme avec un programme Q# qui utilise un autre circuit, qui lui n'aurait pas d'analogue classique. Et c'est celui que j'ai mis ici. Donc si on regarde un peu ce qui se passe, je ne sais pas si vous vous souvenez, la porte H, elle permet de créer des états de superposition, ces états spécifiquement quantiques, qui sont à la fois 0 et 1, en quelque sorte. Donc là, le qubit du haut, on va le mettre dans cet état de superposition. Et ensuite, on va appliquer une porte contrôle note. Et ça, c'est très intéressant parce que, vous vous souvenez, le contrôle, ça veut dire qu'on applique la porte uniquement si le qubit du haut est dans l'état 1. Mais justement, le qubit du haut, il est dans l'état de superposition 0 et 1. Donc la question, c'est qu'est-ce que ça va faire? Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que la partie 0 ne va pas appliquer la porte, mais la partie 1, elle va appliquer la porte. Et là, on commence à voir la puissance du calcul quantique, où on peut faire des opérations en superposition, et c'est une forme de parallélisme, avec des gros guillemets, où on applique une porte, non pas à une valeur, à un input, mais à toutes les inputs qui sont dans notre superposition. Alors, je vais faire tourner le circuit. Regardez-le bien. Peut-être je vous laisse le regarder encore un peu plus. Je vais vous demander de deviner le résultat. Ouais, peut-être prenez le temps de le regarder un peu. Alors, le problème, c'est que là, il y a un peu des indices. Vous savez quoi, je vais vous montrer plutôt directement le programme ici. Donc, vous voyez, on demande 2 qubits. Sur le qubit du haut, on lui applique une porte de Hadamard, la porte H. Donc, on se retrouve avec une superposition. Ensuite, on applique une porte contrôle note, contrôle sur le qubit du haut et qui applique donc une porte note sur le qubit du bas. Et ensuite, on mesure et on renvoie ce résultat. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut renvoyer? Alors, le problème, c'est que quand on fait une mesure, ça ne va jamais renvoyer un état de superposition. C'est ça l'intérêt de la mesure, c'est que ça permet de faire le lien avec le monde classique, et du coup, ça en renvoie un résultat qui est probabiliste, mais ça va nous renvoyer forcément quelque chose. Donc soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Alors j'ai entendu 0, 0. Soit 0, 0, soit 1, 1. Soit 0, 0, soit 1, 1. Pas mal. On va le lancer, on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est parce que je suis resté sur le programme du haut. Ça m'a fait un petit coup de stress. Donc il faut mettre l'entrée ici. Voilà, pour lui dire de faire celui du bas. Le sauvegarder.
Alors du coup, c'est un peu plus long parce qu'il faut qu'il le recompile. Donc vous avez dit soit 0, 0, soit 1, 1. Ouais, c'est de l'appliquer. Donc là, on a effectivement 1, 1. Donc c'est un des résultats qu'on envisageait. Et je vais le relancer une ou deux fois. Donc là, ça redonne 1, 1. Et vous avez dit que ça pouvait faire soit 1, 1, soit 0, 0. Et là, ça redonne 1, 1. Mais normalement, si on le fait suffisamment de fois, ça devrait de temps en temps faire 0, 0. Et aussi l'effet des mots. Tu joues le taux de temps en temps 75% d'écart. Écoutez, c'est surprenant. Le bit du haut et le bit du bas. Ah, je pense que c'est parce qu'il ne relance pas la simulation à chaque fois. C'est-à-dire que comme c'est un simulateur et pas du vrai hardware quantique, il doit à chaque fois relancer le truc. Bon, en tout cas, ce que ça devrait faire, c'est que dans 50% des cas, ça renverrait 0, 0, et dans 50%, ça renverrait 1, 1. Mais donc là, on voit, on commence à toucher du doigt comment le calcul quantique fonctionne. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?